Le 4 janvier 1960, la voiture où prend place Albert Camus, en route vers Paris, se fracasse contre un platane. Il repose là, au cimetière de Lourmarin, dans ce petit village de Provence. Il y avait acheté une maison un an avant sa mort, avec l'argent de son prix Nobel de littérature. Sa fille Catherine y habite aujourd'hui. Ce paysage, ces oliviers et ces vignes de Provence rappelaient à Camus l'Algérie, sa terre natale, là où subsiste, comme il le disait, cette exquise odeur du soleil. C'est un Méditerranéen, c'est vraiment un Méditerranéen, Camus. Donc il avait besoin du soleil. Ici, moi, il me disait, derrière les montagnes, là-bas, il y a la mer. Catherine Camus nous reçoit chez elle avec le livre qu'elle vient de sortir pour le 50e anniversaire de la mort de son père. Catherine n'avait que 14 ans à sa mort. Elle a perdu un papa et a hérité d'un père célèbre. Elle est devenue, malgré elle, la fille de. Je pense que personne n'a le choix de sa vie. Vous naissez avec plus ou moins d'énergie, dans un milieu plus ou moins favorisé. Déjà, vous avez des données qui sont comme ça. Donc, en tout cas, être la fille d'un homme aussi célèbre que papa, ça m'a permis de voir assez rapidement que l'espace de liberté est restreint. En même temps, je trouve que j'ai un père magnifique. Donc ça m'aide. Il y a des écrivains dont j'aimerais pas être la fille. J'aurais pu mal tomber. Je trouve que j'aime beaucoup ce qu'il dit. Ce qu'il dit, Catherine le sait par cœur. Depuis 30 ans, elle s'occupe de la gestion de son œuvre et avoue pourtant ne pas détenir de vérité sur ce qu'a écrit son père. Je pense que je suis peut-être la personne la plus mal placée pour parler de l'œuvre de mon père, parce que mon père est dans son œuvre, il était cohérent, ça se ressemble, il se ressemble. Ce qu'il a essayé de nous dire à nous, vous le retrouvez dans son œuvre. Le petit Albert, ici à 7 ans chez son oncle, vient d'un milieu pauvre. Son père meurt à la Première Guerre, quelques mois après sa naissance. Sa mère est femme de ménage, elle ne sait pas lire. C'est à Alger qu'il va grandir. La rue, l'école, les maîtres, les amis, les filles, la plage, le soleil de la Méditerranée et, à 17 ans, les premières atteintes de la tuberculose. C'est de tout cela dont Camus se nourrit pour écrire. Il parle à un nombre innombrable de gens qui sont tous extrêmement différents, mais parce que je pense qu'ils ne se séparent pas des autres. C'est-à-dire qu'il parle que tout être humain dans le monde entier se pose les mêmes questions à cause d'une même souffrance. Il ne donne pas de clés, il ne me semble pas qu'il donne... C'est pas un donneur de leçons. Il vous propose simplement de vous accompagner et que vous-même, vous trouviez votre chemin. Et en ça, j'ai de la chance d'être sa fille, parce que le chemin n'était pas simple. J'aime pas les autoroutes, donc, mais c'est un chemin très... souvent solitaire, mais plein d'aubépines. Aujourd'hui, à Lourmarin, le Mistral souffle fort. La table de jardin sur laquelle travaillait Camus est toujours là. D'où venons-nous? Où allons-nous? Ce sont des questions sans réponse pour Camus. Et face au silence déraisonnable du monde, comme il l'a écrit, naît le sentiment de l'absurde. Le point de départ, c'est l'absurde. Les hommes meurent et ne sont pas heureux. Nous sommes mortels. On ne sait pas pourquoi on est là. On ne sait pas comment on est arrivé, on ne sait pas où on va après. Ni même pendant, d'ailleurs. Donc, c'est le point de départ d'une réflexion sur l'homme, mais sur l'homme inscrit dans le monde, parce que la nature est très importante, les couleurs sont très importantes, les sensations sont très importantes chez Camus. C'est l'homme au monde.
Mais ensuite, il passe à la révolte. Il construit. À partir de là, il dit, mais moi je veux vivre quand même, et je veux vivre quand même sans pansement, sans remède. Je vis ma condition d'homme, avec ce qu'elle comporte, d'absurdité et de contradiction. Mais je veux dépasser l'absurdité. L'absurdité ne me mène à rien, l'absurdité mène au nihilisme. Or, il s'est battu contre le nihilisme. Et ça n'est pas non plus un philosophe existentialiste, justement, il l'a dit, il se sépare de ça, parce qu'il a confiance en l'homme. C'est sur la rue de l'Église que Camus a acheté sa maison à Lourmarin. La rue s'appelle aujourd'hui rue Albert Camus. L'église est toujours là, bien sûr, mais Camus, lui, n'a jamais trouvé de consolation dans la religion. Je ne détiens pas de vérité sur l'œuvre de mon père. Chacun la ressent avec sa propre sensibilité, et ce qu'il a déjà vécu, et c'est normal, et c'est bien comme ça, c'est comme ça qu'une œuvre vit. Donc, mais moi, il me semble que ça serait la négation même de sa pensée. Il ne se résigne pas. La religion est une résignation, c'est un refuge. Et heureusement qu'elle existe pour beaucoup d'êtres qui n'ont peut-être pas. Il faut une énergie fantastique pour choisir la liberté, parce que la liberté, c'est pas quelque chose, c'est l'air pur, mais c'est aussi un choix quotidien et la lucidité devant les contradictions. Donc c'est un effort permanent. Et lui, il veut pas se résigner. Il se révolte. Il se révolte au nom de nous tous. Il dit, je me révolte, donc nous sommes. Ça peut paraître comme ça, prétentieux, mais en fait, ça l'est pas. C'est quelque chose que je pense qu'il ressentait profondément, physiquement. Il était tout sauf indifférent. Mais cette révolte, en fait, c'est vivre, non? C'est vivre, mais pour moi, la révolte, c'est la vie. La révolte, c'est donc la vie. Et Camus préfère la vie à la doctrine, la liberté aux idéologies. Il parle pour ceux qui n'ont pas la parole. Si vous rejoignez une chapelle, vous entrez dans un système. Un système force à exclure parce qu'il faut qu'il tourne rond. Et ce qui va l'empêcher de tourner rond est éjecté. Soi-disant, les idéologies sont mortes, mais elles sont rampantes. Et il y a une espèce Je trouve qu'en ce moment, ce qu'on appelle le politiquement correct est aussi un totalitarisme. Et en plus, le politiquement correct sert à avoir bonne conscience. On ne peut pas vivre en ayant bonne conscience. Parce que déjà, vivre, c'est faire souffrir. En quoi sa pensée nous aide-t-elle aujourd'hui? Comment se fait-il que son œuvre n'a jamais cessé d'être lue, citée, étudiée, revendiquée? Bien plus que Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, qui ne le prenaient pas pour un philosophe très sérieux. Il est d'actualité parce qu'il est fraternel, parce qu'il ne se réfère pas à une idéologie, parce qu'il parle à tous en étant simplement un homme parmi les hommes. Et je pense, en plus, c'est une écriture qui est facile d'accès. Tout le monde peut le lire. On lui a reproché à un moment, mais moi je trouve que c'est noble d'écrire de façon à ce que tout le monde vous comprenne. Sinon, il y a une espèce de prétention à garder un pouvoir, là encore. C'est quelqu'un... Mais ça, c'est sa fille qui le dit, donc ça n'a pas beaucoup de valeur, mais je trouve que c'est quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, dont la conscience, toujours en éveil, peut nous aider à vivre et qui, dans le cœur de Catherine, est toujours vivant. C'était un être extrêmement sensuel, très très hypersensible, drôle, mais vraiment drôle. Moi, je riais toujours avec papa. Et très dans la vie. Il nous faisait la cuisine, on allait pêcher, on jouait au foot. C'était un être incroyablement vivant, chaleureux, généreux, présent. Il avait une qualité d'écoute
On avait l'impression que tout était ouvert. Après, il était sévère. Mais heureusement, il était sévère. Mais il n'était pas sévère, il était sévère sur la façon de se comporter, le respect humain. Il nous laissait libres, mais on était responsable de nos actes. Et sans punition particulière, simplement, il disait « Qu'est-ce que tu en penses de ce que tu as fait là ?» Mais quand vous avez 7 ans, 6 ans, 8 ans, qu'est-ce que tu penses de ce que tu as fait? Déjà, on n'est pas très à l'aise. Et c'est difficile. Mais moi, je le remercie. Je le remercie vraiment. Et non, c'était un être, et tout le monde, tous ceux qui l'ont connu le disent. Il était solaire. Il était solaire. Il avait un rire génial.